Nous avons le compte-rendu des décisions L 2222-22 du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des questions, des remarques? Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes quand même, puisqu'en fait, on n'a pas fait de conseil depuis un certain temps. Pas de questions, il n'y a pas de vote, donc on passe au point suivant. Et le point suivant, c'est la décision modificative numéro 1 à caractère budgétaire. Et c'est M. Comparot. Monsieur le maire, sauf erreur de ma part, vous n'avez pas nommé de secrétaire de séance. Oui. Pardon. Ah, j'ai pas nommé. Merci, monsieur Cattenom. C'est toi qui as repris, toi. Alors, monsieur Mouchard, s'il le veut bien. Il va faire, il va faire. Ça te convient pas? Ah bon, très bien, bah voilà. Non, mais c'est monsieur Mouchard qui parle, mais toi, tu es le secrétaire de séance. Ça te va? C'est pas... Allez, monsieur Comparot, décision modificative à caractère budgétaire post-BP 2022. Donc, la présente note a pour objet de présenter les principales modifications à intégrer au niveau de l'ADM numéro 1 pour le BP 2022. J'ai des soucis de 2022 en matière de virement de crédit pour les sections de fonctionnement et d'investissement. Bon, pour la section de fonctionnement, il n'y a pas aucune... Je crois que c'est... Voilà. Que personne ne touche. Alors, au niveau de l'investissement, au niveau des dépenses, on a un report en 2023 pour les études relatives aux travaux de création d'un accueil de loisirs et l'extension d'un restaurant scolaire à l'école élémentaire Lamartine, donc de moins 100 000, pardon. Plus-value concernant les travaux de création du parc Jean Jaurès, plus 60 000. Plus-value concernant les travaux de réhabilitation de l'accueil de loisirs Lamartine élémentaire, affection des sanitaires et des sols, plus 60 000. Et des crédits non utilisés sur des travaux d'éclairage public, moins 20 000. Donc, tout s'équilibre, bien évidemment. Donc, en synthèse, l'ADM numéro 1 pour le BP 2022 conduit aux autorisations de virement budgétaire suivants. Donc, au niveau fonctionnement, 18 820 795. Et au niveau investissement, 8 677 925,66. Voilà, c'est le sens de cette délibération. Avez-vous des questions, des remarques? Après, il faut voter. Il faut voter, je suppose. Non, mais monsieur Sangoy a une question. Ah ben il faut voter après, mais pour l'instant, il a une question sur la... D'accord. On vous écoute, monsieur Sangoy. C'est pas grave, monsieur Comparot, c'est un Godefroy qui me cache. Non, je plaisante. Oui, la salle est bien, mais effectivement, quelquefois, on est caché quand on est en bout de table. Donc, monsieur Comparot, si j'en crois ce qui a pu être dit à la commission finances, à laquelle, malheureusement, je n'ai pas pu être, donc, le surcoût du parc des impressionnistes s'explique par une réactualisation des tarifs. Je voudrais savoir si d'autres réactualisations sur ce projet sont à prévoir, donc pour le budget de l'année prochaine, ou si on va s'en tenir là. Si nous n'avons pas d'incident, majeur, ça devrait rester dans le budget actuel, que l'on vous demande. Si vous voulez, on était parti avec une dépense engagée de 1 583 525, ce qui avait été engagé, voté, et avec les actualisations et de maîtrise de matériaux, enfin toute la chaîne, on arrive maintenant à 1 186 et 532, donc on est parti. Mais normalement, on ne devrait pas avoir de surprise, parce que vous avez pu le voir, les travaux sont bien avancés. Le gros œuvre est très très avancé. On ne devrait pas avoir de surprise, sauf, je vous dis, incident de dernière minute.
J'ai une autre question. Donc, il y a des crédits non utilisés pour les travaux d'éclairage public pour moins de 20 000 euros. C'est des reports qui sont dus à des causes... Ou c'est pour financer le parc des impressionnistes? Non, on se garde toujours une poire pour la soif, parce qu'il y a toujours des incidents au niveau de l'éclairage. Donc, on a toujours un petit peu... malheureusement, il y a des années, ça passe pas, et des années... Là, on peut le faire. On ne réduit pas du tout l'éclairage. Une explication de vote, monsieur le maire. Comme on a voté contre le budget principal, on va voter de la même manière la décision modificative. De surcroît, d'autant plus volontiers que nous ne sommes pas emballés par ce projet de parc des impressionnistes. Vous disiez là que les travaux étaient bien avancés. Ce qu'on voit quand on passe, vu que j'habite pas très loin, c'est surtout que tous les arbres ont été coupés. Il y a une espèce de gros vide. J'espère que ça va être un petit peu rempli. Mais enfin, moi, on n'enlèvera pas... Tant que je ne l'aurai pas vu, peut-être que l'avenir me donnera tort. Mais j'ai un petit peu l'impression que l'intérêt principal de ce parc, c'est de valoriser les propriétés qui vont être construites à côté. Je vous remercie. Une fois que ça sera terminé, on vous montrera une photo que Madame Gay garde précieusement, qui est une carte postale, qui n'est donc pas un élément truqué, puisque ça date de très longtemps. C'est la maison, les deux maisons de Roire, dont une s'appelait le Triangle, avec les deux maisons et ce qu'il y a devant. Et vous allez constater qu'une fois que le parc sera fait, il y aura un effet de ressemblance tel qu'on va se demander si on ne va pas voir apparaître les maisons. Parce qu'en fait, c'est exactement la façon dont le parc était disposé, puisqu'il y avait une grande prairie et les arbres qui étaient autour, plus l'allée des tilleuls, qui, elle, va bien entendu être sauvegardée, mais en même temps, on va replanter des tilleuls, puisqu'il y en a malheureusement quelques-uns qui sont morts. Mais il y aura quand même quelques autres arbres qui vont être plantés, et on en a laissé des très beaux au milieu. Parce que là, par contre, quand vous passez en voiture, ce que vous voyez, c'est des graviers, c'est du... Voilà, vous voyez pas grand-chose. Ça, c'est l'allée. Hein, c'est pas du tout l'élément central. Et donc, il y aura... il y a deux ou trois beaux sujets qui sont restés en plein milieu, qui n'existaient pas avant. Enfin, sur la photo qu'on vous présentera après, là, pas aujourd'hui, hein, mais vous verrez qu'on respecte totalement ce pourquoi nous avons décidé de l'appeler impressionnisme. Parce qu'en fait, on remet en place, lieu et place, ce qui existait avec des ajouts supplémentaires, puisqu'il y aura une mare qui n'existait pas, bien entendu, il y aura un petit pont, il y aura un kiosque, il y aura un certain nombre de choses. Bon, donc c'est un très beau projet. Je pense qu'une fois qu'il sera fait, je pense que vous regretterez de ne pas avoir voté, au moins pour cette partie-là, pour le budget, je le comprends parfaitement, mais de mettre ça en évidence, je pense que vous constaterez que c'est pas tout à fait justifié. Oui, j'ajouterais. On va planter un merisier de Sainte-Lucie. Et ce merisier de Sainte-Lucie se trouve sur un tableau de Henri Rouart. Donc, il existait dans la propriété et on souhaite en planter un autre, naturellement, en mémoire de cette propriété qui existait. Non, vous verrez. Voilà. On a hâte, nous aussi, que ce soit fini. Mais s'il y a du retard, c'est pas de notre faute. Et si on prend 60 000 euros, c'est parce qu'il y a l'inflation. Et que malheureusement, si on n'avait pas eu recours dessus, on aurait commencé les travaux beaucoup plus tôt et on n'aurait pas ce genre de problème. Comme quoi, il y a des actions qui nous coûtent quand même très cher. Alors, nous passons à la délibération numéro... Ah ben, il faut voter. Qui est pour? Ah, attendez, on vote chapitre par chapitre. Donc, le chapitre 902, une dépense de moins 100 000. Qui est pour? Le chapitre 903, une dépense de 120 000.
pour. Non, 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 non. Oui, oui, non mais. Pourquoi On a annoncé les votes. Donc... Ah, Madame Aubry. Alors, je recommence. Chapitre 902. Une dépense de moins 100 000. Alors, Ça, qui ça a est été contre? voté. Ça a été voté. Oui, il n'y a que les pour. Ah, alors les contre. Qui est contre? Donc 3, 4, 5, 6. OK. Alors, qui s'abstient et qui est pour? Ah, bon. Chapitre 903. 120 000. On dépense. Qui est contre? Pareil. Donc Qui même vote. s'abstient? Même vote. Qui est pour? Et enfin, le chapitre 905. Une dépense de moins 20 000. Qui est contre? Même vote. Qui est pour? Pas d'abstention. Merci. Très bien. Merci, Monsieur Comparo. On va donc passer à la deuxième délibération, qui est l'avis de la ville de la Cuambrie sur le retrait de la ville de Saint-Maur-des-Fossés du syndicat Infocom 94. Et là, on va passer la parole à Monsieur Gombé, Muguet. Le président du syndicat mixte du secteur central du Val-de-Marne, Infocom 94, a envoyé un courrier à Monsieur le maire le 23 août 2022 pour annoncer la tenue d'un comité syndical le 8 septembre pour demander le retrait de la ville de Saint-Maur-des-Fossés. Ce comité syndical a donc adopté à la majorité le retrait de la ville de Saint-Maur sur présentation d'une note d'impact et du projet de protocole fixant les conditions du retrait si annexé. Selon l'article L. 5211-19 du Code général des collectivités territoriales, cette demande de retrait doit être soumise pour avis aux communes membres du syndicat intercommunal. Celles-ci doivent statuer dans les 3 mois à compter de la notification de la délibération du comité syndical. Proposition est faite d'émettre un avis favorable à la demande du retrait de la ville de Saint-Maur au syndicat Infocom 94. C'est l'objet du rapport présenté au conseil municipal. Y a-t-il des questions, des remarques? Madame Lincel. En tant que ville, on n'a pas de problème particulier. Bon, on a quand même un bon suivi, un bon travail avec eux. En tant qu'élu, on n'est pas toujours très content, mais je pense que ce qui est important, c'est le contentement du personnel qui a des outils à sa disposition que nous ne pourrions pas avoir si effectivement on n'avait pas Infocom. Bon, alors on a souvent des petits problèmes parce qu'en fait on n'est pas toujours d'accord avec, je pense, certains investissements, on n'est pas toujours d'accord avec certaines décisions qui sont prises. Puis des fois ça nous fait mal au cœur de voir que des gens s'en vont. Et notamment, bon là on vote pour leur départ, mais c'est parce qu'en fait ils le souhaitent depuis tellement longtemps. La première fois on avait voté pas tout à fait en phase, mais bon donc en tant que, je dirais, ville qui a été fondatrice avec Saint-Maur et Ormesson, c'est vrai que de temps en temps on a du mal à reconnaître
certaines choses, puisqu'en fait c'est devenu une très très grosse boutique, quoi. Hein. Donc, et parfois peut-être qu'il ne s'en rend pas compte, mais j'ai parfois l'impression qu'on est un peu débordé par ce problème-là. Bon, enfin bon. Il change de directoire en plus. Hein. Oui, puis ça change régulièrement, C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, jusqu'à maintenant, on avait quand même une grande stabilité du directoire en général et du président en particulier. Aujourd'hui, ça change régulièrement et c'est pas toujours très très agréable pour personne, pour nous, les élus, et pour le personnel. Bon, mais sinon, en dehors de ça, ça fonctionne bien. En dehors de ça fonctionne bien. Ça tient pas longtemps, il faut faire très attention quand on parle. Alors, y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Non? Très bien. Donc, qui est pour cet avis positif, cet avis favorable? Très bien, merci. Unanimité. Alors, nous avons ensuite les modifications du statut du SAF 94 suite à des remarques du contrôle de légalité. Alors, le comité syndical du 12 mars 2021 du SAF 94 avait adopté les modifications a apporté des modifications apportées au statut indiqué dans l'article 2.2 des missions du syndicat. Cet article complète les missions du SAF 94 dans le but de créer un fonds de soutien pour aider financièrement les collectivités adhérentes dans le montage de certains projets difficiles à équilibrer. Ainsi, le SAF 94 a modifié cet article 2.2 en le complétant par la formation suivante: apporter son concours financier à des projets aidant les adhérents à concrétiser leurs opérations pour du logement locatif social ou pour de la construction d'équipements publics sur des secteurs d'habitat social. La ville de La Queue-en-Brie a délibéré le 17 mai sur cette modification des statuts, donc on était tout à fait d'accord avec ça. Le SAF 94, par contre, par courrier du 19 juillet 2022, nous a saisi pour nous informer que les services de Madame la préfète du Val-de-Marne avaient apporté à l'attention de sa présidence et de la direction la nécessité de procéder à des modifications en ce qui concerne cette mission du syndicat. Et notamment, à l'article 2.2, les missions du SAF 94, la préfecture souhaitait que l'on retire la possibilité au syndicat mixte d'aider au financement d'opérations de construction de logements sociaux. Voilà, donc donc conformément à tout cela, la proposition qui est faite, c'est d'approuver la demande de modification des statuts, puisque, par définition, lorsque la préfecture demande quelque chose dans le cadre du contrôle de légalité, on est obligé de s'y plier. Voilà, c'est une simple régularisation. Y a-t-il des questions, des remarques? Monsieur Sangoy. Alors, ce n'est pas une question, c'est une remarque et une explication de vote. Donc, on comprend parfaitement que le conseil municipal, et puis vous qui faites l'ordre du jour, vous deviez suivre la loi et la réglementation, il n'y a pas de sujet là-dessus. On comprend aussi que la préfète, de son côté, remplisse sa mission de contrôle de légalité. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, c'est quand même bien dommage que l'utilisation qui est faite du droit européen entraîne, sous prétexte de concurrence, si j'ai bien compris, la possibilité de contribuer au financement d'opérations de construction de logements sociaux. Donc, on va voter contre, non pas parce qu'on conteste la légalité du vote, il n'y a pas le choix. Alors, on ne va pas voter contre, on va s'abstenir, parce que justement, on ne fait qu'appliquer la loi. Enfin, c'est quand même bien dommage qu'on ne puisse pas, encore une fois, sous prétexte de concurrence, de libre concurrence,
nous semble que c'est un peu un abus de cette notion. Enfin, encore une fois, c'est pas au niveau local que ça se joue. C'est bien dommage, donc, qu'on s'enlève des possibilités de travailler pour la mixité sociale. Voilà, je vous remercie. Très bien. Chacun a le droit de son opinion. J'ai pas bien compris pourquoi vous avez parlé de droit européen. En fait, c'est pas du tout le droit européen, c'est malheureusement le droit français. Donc c'est marqué, celui-ci n'étant pas compétent au regard du droit français pour octroyer des aides économiques. Voilà, c'est-à-dire que le SAF 94 est là pour faire du portage et pas là pour apporter des aides économiques. Or, l'aide économique, c'est d'ailleurs, je vous rappelle, à des collectivités, donc c'est pas des gens, c'est vraiment aux collectivités et à des bailleurs. Donc ce n'est pas... Bon, c'est dommage que... comment vous dire? Je ne sais pas, moi j'ai presque envie de vous remercier de votre attitude, mais j'ai pas du tout envie de vous remercier de votre non-soutien. Parce qu'en fait, dans une affaire comme ça, un conseil municipal, s'il y a des moments où il doit être lié, où il doit malheureusement être obligé de prendre une décision parce que la décision nous est imposée, j'ai du mal à m'exprimer. C'est-à-dire que nous sommes contraints d'accepter quelque chose qui ne nous convient pas nécessairement, mais vous avez une grande chance, c'est de pouvoir vous mettre de l'autre côté de la barrière. Eh bien, écoutez, profitez-en, mais je pense que ça, c'est pas un bon point envoyé au droit français. Voilà. Donc, on va passer au vote. Ah, Monsieur Sangoy. Oui, c'est juste. Alors, moi, j'avais compris, pas en lisant la note explicative, mais en regardant un petit peu autour, que le droit français, en l'occurrence, appliquait le droit européen. Loin de moi l'idée de, comment dire, de critiquer l'Europe pour le plaisir. C'est encore plus grave. Si c'est le droit français, si on aurait eu la possibilité au niveau national de rédiger la loi ou les règlements autrement, c'est encore plus grave. Donc voilà. Encore une fois, je comprends ce que vous venez de dire. C'est pour ça qu'on ne vote pas contre, finalement. On a longuement hésité. Mais voilà, c'est franchement regrettable. Une dernière question, parce que sinon je serais un peu intervenu pour rien là. Est-ce que vous avez connaissance de certaines opérations qui vont devoir être abandonnées compte tenu de cette modification que le Conseil est obligé de voter? Pas dans l'immédiat, je ne pense pas, parce qu'en fait, je vous rappelle que ça a été délibéré le 17 mai 2021, qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de problèmes, puisqu'on n'aurait pas eu la Covid, peut-être qu'on aurait eu un certain nombre de problèmes. Je pense que ça ne doit pas être le cas. Et si c'était le cas, à ce moment-là, de toute manière, ça sera repris au lieu d'avoir de l'aide, le bailleur et le promoteur, ils assumeront. Hein. Mais si vous voulez, je peux me renseigner pour savoir si effectivement il y a eu une demande, il y a eu des retraits. À ma connaissance, non. On me l'aurait dit, vu que j'appartiens au conseil syndical, au conseil du SAF, du SAF, oui. Pas d'autres questions? Bon, donc on va passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Très bien. On va donc passer à la quatrième, qui est la dénomination d'une voie nouvelle desservant le projet de construction de 14 maisons individuelles et de 6 appartements sur le terrain de l'ancienne briqueterie. Alors sur le titre, il y a déjà une erreur, puisqu'en fait, briqueterie, après vérification, n'a qu'un seul T. Déjà dans le titre. Donc il y a une erreur. Après, je laisse Monsieur Comparot vous lire la délibération ou la note explicative en elle-même. Alors, la dénomination des voies communales est laissée au libre choix du conseil municipal. Cependant, le maire peut contrôler ces dénominations au titre de ses pouvoirs de police générale et s'opposer à celles qui seraient contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Bon, vous avez des attendus de jugement.
L'attribution d'un nom ou la modification du nom d'une rue par le conseil municipal doit être motivée par la poursuite de l'intérêt public local. Là aussi, quelques retours de justice. Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en application de l'article L. 2213-28 du CGCT, au terme duquel, dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, la numérotation des maisons est exécutée pour la première fois à la charge de la commune. L'entretien des numérotages est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles. Aussi, suite à la délivrance du permis de construire pour l'édifice de 14 maisons individuelles et l'aménagement de 6 appartements dans 2 locaux existants, situés allée de la Fontaine, sur le terrain de l'ancienne briqueterie, il est nécessaire de procéder à la dénomination d'une des voies de desserte interne au projet est nouvellement créé. Vous avez un plan qui est annexé qui vous montre bien la voie. Donc, proposition est faite de dénommer cette voie. On n'est pas compliqué. Allée de la briqueterie, si vous en êtes d'accord. Avec sa seule T. Avec un seul T. Y a-t-il des questions ou remarques? Pas de questions. Oui, madame Lebeau. Oui, juste peut-être une petite remarque, c'est que on a eu un petit cours de droit administratif dans cette délibération. On s'est demandé pourquoi il y avait comme ça, pour cette dénomination aussi simple, finalement, elle est de la briqueterie, voilà. Dans cette délibération, est-ce qu'il y a eu un contentieux ou est-ce qu'il y a l'objet d'un éventuel contentieux? Enfin, ça nous a surpris parce que c'est pas la première fois qu'on dénomme une rue et tous ces attendus, on les a trouvés certes intéressants mais surprenants. Voilà. Alors, peut-être étiez-vous Absente ou en vacances, je ne sais pas, mais on délibère toujours pour la dénomination des rues. C'était quoi votre problème? Non, ma question, c'est que nous étions surpris que dans le corps de toute la délibération, nous avons eu un véritable cours de droit administratif. Et dans les autres fois où on délibère pour les noms de rues, on n'a pas tout ça. Donc je me suis posé la question de savoir pour quelles raisons vous aviez à ce point détaillé les obligations des communes pour dénommer une voie, alors que les maisons sont construites, tout est construit, il y a juste à donner un nom de rue. Donc c'est tout, voilà, c'était juste, ça nous a un peu surpris, c'est tout, voilà. Excusez-moi, je n'avais pas bien compris. la question et M. Comparot l'a bien compris. Alors, il va vous répondre. Si vous voulez, dans notre équipe d'Urba, nous avons un juriste, maintenant. Donc, donc vous comprenez tout, là. Alors, y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions? Non, donc on passe au vote. Qui est pour? On vote donc avec la modification orthographique. Ah oui. Bien sûr, Ah bah oui. bien sûr, bien sûr. Ce qui d'ailleurs, excusez-moi, personne n'est contre. Ce qui d'ailleurs est assez curieux, parce qu'en fait, déchetterie, qui est quand même un mot qui s'écrit pareil, déchetterie, on écrit déchetterie soit avec 2 T, soit avec un seul T, mais dans ces cas-là, il y a un accent grave. Et briqueterie, il n'y a pas. Il y a juste briqueterie avec un seul T. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a briquette qui s'écrit avec 2 T et que briquette, c'est ce qui est fabriqué dans une briqueterie. Et pour qu'il n'y ait pas de confusion, on n'a mis qu'un seul T à briqueterie. Voilà. Bon, mais on a regardé parce que quand même ça nous a étonnés puisque normalement on peut très bien remplacer dans beaucoup de mots comme ça le T par un accent grave, avec sur le E bien sûr. Et là, bon, là c'est pas le cas puisqu'il y en a un c'est le produit, l'autre c'est celui qui fabrique. Et puis après la déchetterie c'est celui qui récupère à la fin, quoi. Les briques qui ont été cassées. Alors, ensuite, nous avons 3 délibérations qui vont être prises par M. Comparot, qui concernent
les concessions, vous savez que nous avons des concessions, donc nous en avons une avec Enedis, une avec GRDF et une avec VYP, et que nous sommes obligés de faire chaque année un compte-rendu de l'activité pour l'année en cours, enfin, ou dernière, donc là c'est pour l'année 2021. Donc, Monsieur Comparo, on vous écoute. Alors, donc, il s'agit du compte-rendu de la concession Enedis. Donc, conformément à l'article L. 1411-3 du Code général des collectivités territoriales, Enedis nous a fait parvenir en juin 2022 le compte-rendu d'activité de concession pour l'année 2021. Ce compte-rendu a pour objet de présenter les activités générales d'Enedis et intégrer les grands équilibres budgétaires du concessionnaire. Ce dernier a été présenté à la Commission communale des services publics locaux CCSPL le jeudi 8 septembre 2022. Pour rappel, la commune a renouvelé son contrat de concession avec Enedis et EDF le 1er décembre 2019 pour une durée de 30 ans. Les grands principes de la concession sont assurer le développement et l'exploitation du réseau public de distribution d'énergie électrique, fournir de l'énergie électrique aux clients raccordés au réseau de distribution, bénéficier des tarifs réglementés et assurer l'entretien et l'investissement pour le renouvellement du réseau sur la commune et verser à la commune une redevance annuelle. L'année 2021 au plan national a été principalement marquée pour Enedis par la fin du déploiement du compteur Linky, soit 34,3 millions de compteurs installés, par de nouveaux tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution pour la période 21-24, avec une amélioration des délais de raccordement et de qualité de distribution et une augmentation du tarif bleu résidentiel de plus 1,61% au 1er février 2021 et plus 0,48% au 1er août 2021. Pour EDF, par la fin des coupures pour des impayés avec mise en place d'une limitation de puissance à 1 kW. Au niveau de la ville de la Cuambrie, les chiffres clés de la concession sont donc 4 855 points de livraison, 60 km de réseau basse tension, dont 98% enterrés, 27 km de réseau haute tension, 52 postes de transformation, 35 installations de production, qui sont uniquement du photovoltaïque, et une quantité acheminée de 37 818 MWh. Et mise en service du compteur Linky à 89,5%. La durée moyenne des coupures a été de 26,5 minutes pour 59,9 au niveau national. L'investissement sur la concession, 198 000. Raccordement, 126 000. Et réseau d'enfouissement et déploiement des compteurs Linky pour 72 000. Les flux financiers, donc la redevance R1 était de 6 100 €. La participation, suivant l'article 8 de l'enfouissement, 40 400 €. Les travaux sur la rue des Bornes. Les clients de la concession, à 91%, se déclarent satisfaits et à 96,7% des réclamations sont traitées sous 30 jours. Avez-vous des questions, des remarques sur cette concession, Madame Aubry? Oui, cette concession et celle qui suit, je vous fais un package pour le gaz ou l'électricité, puisque c'est ça dont il est question, nous ont inspiré quelques commentaires d'actualité qui sont susceptibles d'intéresser tout le monde autour de cette table, et peut-être celles et ceux qui suivront le conseil municipal, puisque je ne sais pas si celui-ci est retransmis sur YouTube, puisque je crois que c'était ça l'idée. Donc, première chose, on salue la qualité des services qui vous accompagnent, Monsieur le maire, parce que vous nous proposez ce contrat de concession dont le choix permet à notre commune d'être en partie épargnée et protégée des aléas, des velléités des marchés. D'accord ? Or, nombre de nos concitoyens et concitoyennes ne sont sûrement pas suffisamment informés de ce qui les attend dans cette affaire.
L'inflation a atteint son plus haut niveau depuis 35 ans. Les prix des produits alimentaires, des loyers, du logement, du carburant, des transports, du fret maritime ne cessent de s'envoler. C'est un signe d'urgence vitale pour les classes populaires qui voient leur pouvoir d'achat se détériorer sans hausse de salaire depuis des années. L'énergie, puisque c'est dans les questions. Son coût exorbitant est en train de frapper tous les Français et les Caudassiens, parmi eux les plus modestes. Il va frapper encore plus fort au cœur de l'hiver. C'est le résultat de l'absurdité du libéralisme à tout crin, dans lequel depuis plus de 20 ans, nos gouvernements successifs nous ont enfermés. Je passe Chirac, Macron, Sarkozy, Hollande, la libération du prix de l'énergie, commandée par Bruxelles, pour le coup on est bien à Bruxelles, aboutit à une situation que Ursula von der Leyen, elle-même présidente de la Commission, a déplorée. Si on a besoin de plus d'électricité en période de pointe, que fait-on ? On lance les centrales à gaz, l'énergie la plus coûteuse, c'est-à-dire que la France, au prix européen, perd tout le bénéfice de son électricité nucléaire actuelle, qui est largement moins chère, et en plus décarbonée. En Allemagne, on relance aussi les centrales à charbon, ce qui va aggraver le bilan carbone global de notre continent. De surcroît, sous prétexte de développer la concurrence, on oblige EDF à vendre son courant à prix artificiellement bas à des fournisseurs qui en fait ne produisent rien par eux-mêmes, mais se comportent en simples courtiers. Pour avoir dénoncé cette absurdité, le PDG d'EDF a même été viré. Petit zoom sur les compteurs Linky, puisqu'il en est question, dont le contrat révèle qu'ils ont été installés dans 89% des foyers caudassiens, si j'ai bien tout compris. Le déploiement massif du compteur Linky représente une extrêmement bonne affaire pour Enedis et les consommateurs en sont les grands perdants. Voilà le résumé qui a inspiré UFC Que Choisir après le rapport très critique de la Cour des comptes sur l'installation des compteurs Linky. De plus, s'il fait vraiment froid cet hiver, on pourra arriver à des coupures d'électricité ciblées grâce au compteur Linky, prévenait la présidente de la Commission de régularisation de l'énergie le 19 septembre dernier. Suivre sa consommation électrique pour l'adapter en temps réel permet donc non seulement de réaliser des économies, mais d'éviter de possibles coupures de courant ciblées. Un comble, non, quand même, pour les gens qui vont être en difficulté. Enfin, autre stupidité. La dérégulation des tarifs qui va intervenir en 2023, c'est-à-dire demain, pour le gaz, c'est-à-dire l'ouverture de l'énergie aux lois du marché et à la spéculation. On a eu de cesse d'inciter tous les usagers à rechercher des fournisseurs les moins chers. Bien joué! Le bouclier tarifaire dont on nous rebat les oreilles, annoncé par le gouvernement, ne profitera qu'à ceux qui sont restés chez les fournisseurs historiques, Enedis et Engie, à des tarifs encore régulés. Il faudra savoir, je pense qu'une majorité de nos concitoyens ne savent pas comment ils vont savoir si eux, ils sont dans un tarif régulé ou pas régulé. Franchement, c'est très très compliqué. Non, pour nous, l'énergie n'est pas une marchandise. Comme l'eau, elle est un bien commun, un produit indispensable à la vie. Elle ne doit pas dépendre des lois absurdes du marché et alimenter les super profits de quelques fournisseurs, mais répondre aux besoins de la population. Il faut sortir du marché européen de l'énergie, le remplacer par des accords bilatéraux avec des fournisseurs. Il faut redonner vie à nos fournitures nationales encadrées par l'État et permettre notamment à EDF de reprendre la maîtrise technique de ses centrales en attendant de faire mieux, c'est-à-dire en attendant de pouvoir diversifier les énergies. Il y a urgence car il y a une urgence climatique. Comment ne pas évoquer ici, et j'en terminerai par là, une mesure de bon sens, c'est-à-dire commencer par rénover et isoler 700 000 logements par an qui sont des passoires thermiques. Le logement représente 50% de la dépense énergétique. Au rythme actuel, il faudra 20 ans pour parvenir à limiter les dégâts dans tous les logements qui sont concernés. Notre président, qu'est-ce qu'il propose à tous les habitants ? De découvrir les vertus de la sobriété et sur la responsabilité individuelle et la culpabilisation, style l'opulence est terminée. Quant à Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, elle a eu une idée lumineuse, éteindre les anciennes publicitaires et commerciales, je pense que c'est ce qu'on fait chez nous, mais la loi existe depuis 2018 et elle n'est jamais respectée. Ce qu'il faudrait, et j'en termine par là, c'est abaisser la TVA sur l'énergie à 5,5%,
Total Énergie a engrangé d'énormes bénéfices, ça a fait la une de l'actualité aujourd'hui. Ce groupe français a plus que doublé son bénéfice net au deuxième trimestre à 5,7 milliards de dollars contre 2,2 milliards lors du trimestre de 2021. Donc voilà, je pense que c'était très important de pouvoir parler de ça au jour d'aujourd'hui où on est à l'approche de l'hiver. Il faut taxer les super profits, notamment ceux de Total. Je vous remercie. Nous vous remercions également, Madame Aubry. Bon, je ne sais pas si je vais vous appeler Madame la conseillère ou Madame la députée, mais je pense qu'on s'est trompé un peu d'assemblée, hein, puisqu'en fait, malheureusement ici, nous sommes obligés de régler nos problèmes au niveau municipal et que malheureusement, nous sommes confrontés, même s'il y a dans ce que vous avez dit des choses qui nous semblent tout à fait réelles et tout à fait logiques, malheureusement, ça restera un vain mot ici, que ce soit vous ou que ce soit nous, nous n'avons malheureusement pas le pouvoir pour pouvoir intercéder là-dessus. Il faudrait effectivement qu'il y ait une réunion de X maires, une réunion de X, etc., pour pouvoir avoir une influence et qu'on n'arrivera jamais à trouver un accord à 100%, c'est un petit peu délicat. Mais enfin, merci de votre exposé. Et maintenant, est-ce que, Madame, c'est avoir un avis ou c'est une délibération? C'est un don-acte, hein. Voilà. Ben, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent aborder ou répondre à Madame Aubry? Moi, je ne sais pas, puisque c'est normalement une sorte de mini-débat. Pas d'autres? Bien que vous en ayez fait un grand, hein. Je ne suis pas du tout péjoratif, ce que je dis, hein. Non? Bon, bah écoutez, je vous demande donc, j'espère que là, vous allez dire dont acte, hein, vous, parce qu'en fait, vous êtes bien placé pour le faire. Et tout le monde dit dont acte, que c'est bien, tout le monde, il y a eu un débat, il y a eu des remarques, il y a eu, et voilà. Bon, bah très bien. On va donc passer au sujet suivant. Ça concerne donc le contrat de concession avec GRDF pour l'année 2021. Donc, suivant le même article, GRDF nous a fait parvenir en juin 2022 le compte-rendu d'activité de la concession pour l'année 2021. Ce compte-rendu a pour objet de présenter les activités générales de GRDF et intègre les grands équilibres budgétaires du concessionnaire. Ce dernier a été présenté à la Commission communale des services publics le même jour, c'est-à-dire le 8 septembre 2022. Pour rappel, la commune a renouvelé son contrat de concession avec GRDF le 27 juin 1996 pour une durée de 30 ans. Les grands principes de la concession: assurer la gestion efficace des infrastructures de distribution de gaz, diminuer les dommages aux ouvrages et sécuriser les installations, garantir la qualité des prestations, faciliter l'injection de gaz vert dans les réseaux de distribution, assurer l'entretien et l'investissement pour le renouvellement du réseau de la commune et verser à la commune une redevance annuelle. L'année 2021, au plan national pour GRDF, c'est plus de 200 000 km de réseau, 11 millions de clients en France, 1 million d'euros par jour consacrés à la sécurité du réseau, 410 sites de méthanisation, 30 500 véhicules qui roulent au gaz naturel véhicules et 209 stations de GNV ouvertes. Au niveau de la ville de la Cambrie, les chiffres clés de la concession sont les suivants. 2 877 clients avec 2 753 compteurs communicants installés, qui s'appellent Gaspard. 30 km de réseau et quantité acheminée, 59 645 mégawattheures. Dommages au réseau, 33 interventions de sécurité, 3 incidents avec fuite sur ouvrage enterré et 248 DICT, c'est-à-dire déclaration d'intention de commencement de travaux sur ouvrage GRDF. L'investissement sur la concession a été de 89 000 €, le flux financier de redevance R1 de 5 600 €, les clients de la concession, donc 92,9% des taux de satisfaction pour l'accueil, dépannage, l'exploitation et la maintenance, et 96% des demandes de fournisseurs sont traitées dans les délais.
Y a-t-il des questions ou des remarques? Monsieur Sangoy. Alors, d'abord une question et puis après une remarque sur un des aspects évoqués par Monsieur Comparo. La question, c'est... alors, on est sur le gaz, là. Pour les particuliers, malheureusement, donc, les tarifs réglementés vont s'arrêter au 30 juin, oui, c'est le 30 juin 2023. Tous ceux qui sont encore aux tarifs réglementés vont devoir passer à une offre de marché. Je ne vais pas reprendre ce que disait Madame Aubry, mais enfin, dans la conjoncture actuelle, c'est juste une catastrophe. Je ne comprends pas que les pouvoirs publics n'aient pas décidé de, au minimum, reporter cette décision. Bref, ma question, c'est est-ce que c'est aussi vrai pour la commune? Est-ce qu'il va falloir abandonner le tarif réglementé du gaz et est-ce que la mairie va devoir passer une offre de marché? Si vous voulez bien, je vais écouter la réponse de Monsieur Comparo, puis après je reprendrai la parole pour faire ma remarque, Monsieur le maire. On attend les décisions. Pour le moment, oui, il n'y a rien de prévu pour essayer de minimiser la charge aux communes. Hein. Bon, le gouvernement discute, mais il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Hein. Donc on risque d'être malheureusement passé hors tarif réglementé. Comment ça se passe? Alors, on a déjà commencé à regarder, il faut faire un appel d'offres. Comment ça se passe pour une collectivité exactement? On a renouvelé le marché le marché de chauffage a été renouvelé. Il est passé, vous l'avez vu passer. Et on a tenu compte des nouveaux prix. De l'augmentation. Alors, si ça baisse, tant mieux, mais pour le moment, on a tenu compte et on en tiendra compte malheureusement dans le budget. Je vous remercie. Monsieur le maire, puis-je faire la remarque ou vous voulez dire autre chose? Oui, bien sûr, vous pouvez. Merci. Oui, je voulais un petit peu protester contre cet aspect du rapport. Enfin, je parle du document de GRDF. C'est par rapport à cette notion de gaz vert. Moi, je m'élève contre cette façon de présenter les choses. C'est ce qu'on appelle communément du greenwashing. Donc, on parle de gaz issu de la biomasse. Alors, d'abord, peut-être qu'environnementalement parlant, ça génère un petit peu moins de gaz à effet de serre, mais ça en génère quand même. Donc, c'est pas spécialement écologique. Et surtout, on utilise pour se faire des surfaces agricoles qui deviennent rares, qui pourraient peut-être être plutôt utilisées pour l'alimentation. Alors, je ne suis pas sûr que dans l'immédiat, ça pose des problèmes précisément en France, mais en tout cas à l'échelle planétaire, alors que les ressources alimentaires manquent et que la faim augmente, on va prendre des surfaces agricoles pour produire de l'énergie. C'est juste rajouter de la catastrophe à la catastrophe. Moi, je suis toujours très choqué de voir les opérateurs de gaz parler de gaz vert. Voilà, je voulais juste évoquer ce point. Je vous remercie. Enfin, il faut noter que ça n'utilise pas uniquement des résidus de culture agricole. Hein. Ça aussi, ça utilise des boues, des stations d'épuration, etc., hein, des déchets ménagers et tout. Hein. Il n'y a pas que de l'agriculture dans les gaz verts. Hein. D'autres questions, d'autres remarques? Bon, écoutez, est-ce que tout le monde donne acte qu'il y a eu un débat? Pas de contestation? Très bien. Donc on va passer à la suivante, qui est la concession VYP, mobilier urbain, pour l'année 2021. Donc, la société VYP nous a fait parvenir en juin 2022 le compte-rendu d'activité de la concession. Ce compte-rendu a pour objet de présenter les activités de la société VYP dans le cadre de sa concession pour la gestion des mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires sur la commune. Ce dernier a été présenté à la commission le 8 septembre également.
Pour rappel, la commune a désigné lors du conseil municipal du 11 mars 21 la société VYP comme concessionnaire avec une mise en œuvre de la concession à partir du 1er juin 21 pour une durée de 15 ans. Les grands principes de la concession sont permettre la diffusion de l'information aux Caudassiens, moderniser le parc des mobiliers urbains, améliorer et adapter l'offre au niveau des abris voyageurs sur les lignes de transport en commun sur le territoire de la commune, assurer l'entretien du mobilier, nettoyage, emplacement et verser à la commune une redevance annuelle. L'année 21 a essentiellement été consacrée donc à la dépose des anciens mobiliers, à la pose des nouveaux mobiliers sur la ville. Les chiffres clés de la concession: 16 abris voyageurs publicitaires, dont 2 avec toiture végétalisée et corbeille. 19 abris voyageurs non publicitaires et corbeille. 25 mobiliers publicitaires de 2 mètres carrés. 7 mobiliers publicitaires déroulants. Un mobilier non publicitaire de 2 mètres carrés double face dédié à la communication de la commune. 7 panneaux administratifs plus 1 en stock. 9 panneaux libre expression, dont 3 doubles. 4 journaux électroniques et 2 panneaux d'affichage dynamique, dont 1 au Stade Baran, mis en service en 2022. Soit au total 91 mobiliers urbains installés sur la commune. L'entreprise est intervenue sur la commune dans le cadre de la maintenance préventive et l'entretien des mobiliers, 10 passages sur l'année. La maintenance curative suite à du vandalisme, des accidents, il y a eu 4 interventions sur l'année 2021. L'affichage et l'impression pour la ville, donc 11 affichages qui ont représenté 202 affiches. La dépose de mobilier dans le cas de travaux par la commune et la gestion du réseau des transports d'électricité. C'était surtout le cas de RTE sur la nationale. Les flux financiers, donc les recettes de l'entreprise sont de 88 469 contre 96 425 espérés du fait du Covid. Les résultats d'exploitation en découlent sont de 3 246 € contre 10 343 attendus. Et la redevance versée à la commune pour l'année 2021, qui est partielle, puisque c'est que du 1er juin, est de 19 464. Alors, même question que tout à l'heure. Y a-t-il des questions, des remarques, Madame Aubry? Oui, je voulais juste savoir, Monsieur Comparot, je vous remercie pour ces détails, à quel moment on peut émettre l'idée que peut-être il faudrait un panneau supplémentaire libre expression. Ça a été évoqué en commission, à l'usage, puisque nous avons depuis peu de temps ces nouveaux panneaux en activité, si je puis m'exprimer ainsi, et que nous avons traversé des échéances électorales importantes, donc on s'est rendu compte qu'il y avait quand même tout un pan de Lac-en-Brie qui n'est plus desservi par l'affichage libre. Donc comment ça se passe, puisque les choses sont renouvelées, j'imagine? Est-ce qu'il y a un moyen d'espérer que cette requête que nous formulons ce soir puisse être prise en considération, même si je doute que mes collègues en soient parfaitement d'accord, mais bon, l'affichage libre, ça vaut pour tout le monde et c'est dans la dynamique de la démocratie et de l'expression des différents partis et mouvements. Voilà ma question. Alors, si vous voulez, vous avez le même nombre de panneaux. D'un marché à l'autre, on a gardé le même nombre de panneaux. On a la même surface. On est bien au-delà de la réglementation, parce que, vous savez, par rapport à une ville de 10 000 habitants, si on fait le comptage, c'est 17 mètres carrés, vous êtes à 24 mètres carrés. Bon, on l'a entendu à la commission, on a un trou noir. Donc on va essayer de regarder sur les budgets prochains, de compléter peut-être par un panneau. Voilà, merci beaucoup, parce qu'effectivement, c'est l'usage qui nous apporte oui, aussi on a un trou noir de... qu'on a constaté sur la... Mais vous êtes au-dessus de la réglementation. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions?
Bon. Eh bien, écoutez, on peut dire qu'il y a eu un débat. Donc, tact. Tout le monde est d'accord? Très bien. Nous avons une question double de Madame Aubry, qui m'a été transmise donc mardi 27 septembre. Donc, on vous laisse lire cette question, Madame Aubry. Merci. Donc, c'est pas ma question, c'est la question de l'ensemble de notre groupe. Mais bon, en tout cas, nous avons été saisis par les parents d'élèves, donc au sujet de l'absence de car pour acheminer les élèves des écoles Jean Jaurès et Kergomar au gymnase Pierre de Coubertin. Notre première question, c'est pourquoi ce service, qui a été remis en place, je crois, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent de s'écouler, seulement pour les élèves de CP et de CE1 et non pas pour tous les élèves. Le temps de trajet à pied est incompatible avec le temps dédié au sport dans cette affaire. Parce qu'effectivement, de Kergomar pour aller à Pierre de Coubertin ou de Jaurès, c'est pas possible. Et quelle est la date de proposition de rendez-vous que vous avez faite aux parents d'élèves qui n'ont, à ce jour, pas obtenu de réponse à cette demande de rendez-vous? Voilà. Très bien. Donc, j'ai lu avec beaucoup d'attention votre courrier, j'entends bien votre question. Ça tombe bien, tout à l'heure, vous avez évoqué, dans le cadre de votre longue tirade, que l'inflation avait atteint son niveau record depuis plus de 30 ans. C'est exact. C'est un point qui nous a tout de suite alertés. Malheureusement, on n'avait pas conscience de la réalité du problème en ce qui concerne l'écart, et on s'est trouvé confronté, lorsqu'il a fallu signer un bon de commande le 6 septembre, qu'il y avait une très forte augmentation sur l'écart. On a fait un rapide calcul, ça nous entraînait, on avait là que le premier quadrimestre, mais ça nous entraînait sur l'année scolaire pour des coûts qui étaient quand même trop importants. Donc on a essayé de trouver une solution. On a peut-être tiré un peu vite, c'est peut-être notre erreur, c'est-à-dire qu'un courrier est parti, un mail est parti tout de suite aux directrices concernées, qui indiquait un certain nombre de choses, je pourrais vous le lire, mais enfin bon, il était très clair, mais enfin il avait l'air de dire que finalement on supprimait tout. Bon, je trouvais quand même que c'était un peu raide, voilà, donc. On a donc réétudié, nous avons rencontré, enfin certaines personnes ont rencontré l'inspecteur d'académie qui, si je ne me trompe pas, signale qu'il est rappelé que le sport fait partie du programme des enseignants qui ont les compétences pour assurer cette pratique, et il considère que la marche est considérée comme une pratique sportive. Ce qui est exactement la même pensée que moi, puisqu'en fait, j'ai toujours pensé qu'il était plus facile, la marche est quelque chose, c'est un sport important qui permet effectivement déjà de permettre aux muscles de se chauffer et d'éviter tout problème lorsque l'on fait un sport un tout petit peu plus puissant derrière. Bon. Vous savez très bien que lorsque vous voyez bien tous les athlètes, on n'est pas à ce stade-là avec les enfants, mais tous les athlètes, c'est ce qu'ils font. Et pour ceux qui ne sont pas des caïds dans le sport, vous savez que ceux qui vont au ski et qui, subitement, une fois qu'ils sont descendus du car et qu'ils ont récupéré leur chambre d'hôtel et qu'ils descendent tout de suite et chaussent leur ski, il y en a 1 sur 2 qui se casse une jambe. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils n'ont pas les muscles suffisamment chauds pour pouvoir, et en plus ils ont été dans les trains avec le réseau sanguin qui n'était pas adapté à la situation. Bon, tout ça pour vous dire que, à partir du 7 septembre, nous avons essayé de croiser toutes les possibilités que nous pouvions avoir. Nous avons ressorti un certain nombre d'éléments. Bon, le premier élément, c'est qu'effectivement, il nous a paru quand même
assez logique que malgré tout les petits bouts de chou qui sortaient de maternelle, c'est-à-dire donc ceux qui rentraient en CP, soient véhiculés, parce qu'effectivement, bon, ils sont quand même encore très petits, et qu'ils ne soient peut-être pas les seuls à être accompagnés dans ce cas-là, parce que sinon on faisait une sorte de ségrégation, donc qu'on puisse avoir les CE1, donc CP, CE1, qui puissent avoir et bénéficier du quart toute l'année. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on ne va pas revenir en arrière, c'est carrément opté. Bon, ensuite, nous avons regardé quelles étaient les possibilités que nous pouvions avoir pour pouvoir rester quand même dans des coûts, tout en faisant des économies, puisque malheureusement, aujourd'hui, nous devons penser à tous ces éléments-là. Qu'est-ce qui pouvait rester dans notre possibilité ? Comme nous l'avions indiqué, les CM1, CM2 n'auraient, eux, cette mise à disposition d'écart que pendant une certaine période. Alors la période, je rappelle que ce que je viens de vous dire n'est pas encore finalisé, ce qui répond déjà à votre question. Quand est-ce que nous verrons les parents ? Nous verrons les parents dès que nous avons quand même quelque chose qui est finalisé. Pour l'instant, nous avons un tableau qui est fait et les C2, enfin les CE2, les CM1, CM2 auraient, eux, la possibilité d'avoir des quarts du 5 janvier au 17-3, c'est-à-dire la période hivernale. Le reste, ben voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire qu'au niveau des CP CE1, c'est toute l'année jusqu'au 1er juin 2023, pardon, le 1er juin 2023. Et pour les CE2, CM1, CM2, du 5 janvier 2023 au 17 mars 2023. Ce n'est pas une décision définitive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore, avec M. Votor, nous nous sommes penchés sur ce dossier pour regarder quels étaient les créneaux qui existaient au niveau de ce sport. Je rappelle quand même, d'ailleurs, que ce sport est organisé par la municipalité avec du personnel municipal, et que ce personnel, cette action, pratiquement, on peut regarder partout, il y a peu de communes qui font ça. Donc déjà, c'est un premier point. Ça, il y a un autre coût, c'est ce coût-là, mais ça ne joue pas, puisque eux, ils resteront. Bon, donc, c'est simplement pour vous dire que on est dans le cadre sportif, et dans un cadre sportif qui est un cadre qui n'est pas celui de l'éducation nationale au sens proprement dit. Aujourd'hui, l'inspecteur départemental nous dit qu'il y a 38% des écoles qui ont accepté de faire 50 minutes de sport par jour. 30 minutes de sport par jour, c'est déjà pas mal. 30 minutes de sport par jour. Bon, ces 30 minutes, normalement, ils sont faits par les enseignants. Donc là, nous n'avons plus rien à voir. Par contre, sans vouloir ni critiquer, ni faire quoi que ce soit, il est important aussi que les enseignants participent de la même manière lorsque le sport est réalisé par des éducateurs physiques de la mairie, parce qu'en fait, c'est un tout, ça. Ça fait partie aussi de l'enseignement sportif, on est d'accord. Voilà. Bon, donc aujourd'hui, pourquoi je vous réponds ça ? Je vous réponds ce qui est sûr, qu'on peut d'ores et déjà arrêter, c'est que les CE1 et les CP auront un quart pour toute l'année jusqu'au 1er juin. Ensuite, nous essayons de voir, pour les CE2, CM1, CM2, nous avons quasiment la certitude que là, il n'y aura pas de problème non plus pour la période que je vous ai indiquée, du 5 janvier jusqu'au 17 mars. On regarde si on peut faire mieux, mais si on fait mieux, il va falloir qu'on trouve une solution avec les enseignants. C'est pour ça qu'on n'a pas encore réuni les enseignants dans les médias, mais on va les voir indépendamment, parce que sinon on ne va pas s'en sortir, les deux enseignants concernés, parce qu'en fait, il y a peut-être une possibilité de remplir des quarts qui contiennent des CE1, CE2
non, des CP, CE1, pardon, avec des CE2, CM1, CM2, certains jours pour aller faire du sport, puisqu'il y a des jours où il n'y aurait que 23 élèves dans le quart. Bon, ça veut dire qu'il resterait 32 places. Le problème, ça veut dire que si on fait ça, ça veut dire qu'on va favoriser les CM1 ou des CM2, surtout des CM2, et que les autres ne pourront pas le faire. Donc ce que je voudrais, c'est si on veut véritablement qu'il y ait une extension, il faudrait qu'on arrive à trouver avec les enseignants des créneaux qui permettraient de réaliser ça et d'utiliser au maximum la capacité du quart. Voilà. Donc c'est très long, ça a l'air de rien. Vous allez dire, bon, bah oui, mais on est quand même le 29 septembre, c'est vrai, mais on ne s'attendait pas à une inflation aussi importante des quarts qui pratiquement va nous conduire à des montants qui sont phénoménaux à la fin de l'année scolaire 2023. Bon, donc on est dans cette situation aujourd'hui, mais sincèrement, on fait ce qu'on peut pour essayer de régler le problème au mieux. Si on est dans la situation la plus courte, ça veut dire que tous les enfants, alors ça concerne uniquement pour les CM1, CM2, ça concerne uniquement les écoles Kergomar et Jaurès, hein, puisque les autres ont la gentillesse de dire que effectivement la marche fait partie du sport, et tout simplement parce que pour eux, le gymnase paraît moins loin. Bon, enfin, il faut dire aussi que le gymnase n'est pas très loin par rapport à Kergomar, et il n'est pas non plus très loin par rapport à Jaurès. Je pense que chacun d'entre vous a été à un moment scolarisé, qu'il devait faire du sport à l'école, hein, et il doit s'il a gardé de bons souvenirs ou de mauvais souvenirs, mais toujours est-il que moi je me souviens très bien que j'étais à l'école au milieu de l'avenue de Saint-Ouen et que je descendais toute l'avenue de Saint-Ouen pour aller jusqu'à la porte de Saint-Ouen, qu'ensuite je prenais le long des boulevards Maréchaux, enfin nous prenions le long des boulevards Maréchaux pour aller faire du sport au stade Pouchet, hein, et qu'il fallait ensuite revenir, et que pour revenir, il fallait remonter l'avenue de Saint-Ouen. Et là, je peux vous dire que là, par contre, c'était assez galérant, parce que là, ça présentait quand même 3 stations de métro. Bon, voilà, donc tout est faisable. Et je dirais que si j'écoute l'inspecteur d'académie, et si je m'écoute moi, et si j'écoute certaines personnes à qui j'en parle, ils me disent effectivement, la marche fait partie du sport. Voilà. Bon, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. J'espère pouvoir vous en dire plus prochainement, quand on aura avec M. Votor et M. Ayo Moyounde, le directeur des sports, regarder encore plus en profondeur, et surtout les 2 directrices concernées, s'il y a une possibilité qu'elles modifient un peu leur créneau à elles, et que nous puissions évidemment pouvoir également modifier, parce que c'est ça qui est aussi très long, c'est qu'il faut aussi modifier les créneaux des salles du gymnase pour pouvoir avoir 2 salles pendant le même créneau. Par exemple, si on arrive à combler le créneau de 8h30 à 9h30, c'est pas sûr que je trouve une salle qui va se libérer s'il y a vraiment le bus qui sera complet. Donc ça veut dire qu'on a tellement d'éléments à regarder, pour ne pas faire de bêtises, que je préfère laisser tel que c'est fait là aujourd'hui, c'est-à-dire donc là les enfants CP, CE1 vont pouvoir aller en bus, et puis dès que c'est faisable, on inclura les CM1, CM2 ou les CE2 dans l'opération, si c'est possible. Dans les médias, on a bien regardé, ça va être assez compliqué. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça va être assez compliqué. Et nous ferons une réunion quand nous aurons un petit peu plus d'éléments. Parce que si je fais une réunion pour dire aux parents d'élèves ce que je suis en train de vous dire, ils vont se dire c'était pas la peine de nous déranger pour nous dire ça. Hein. Donc il va falloir qu'on ait quand même beaucoup plus de biscuits à proposer et d'analyses à faire. Parce qu'en fait, de toute façon, même s'ils nous disent oui, mais enfin, vous comprenez, monsieur le maire, c'est pas normal qu'on fasse marcher des enfants, ça ne fera pas avancer les choses, et on va partir mécontents et d'un côté et de l'autre, tout simplement parce que ils n'auront pas eu
il faudrait qu'ils aient tous les éléments, mais c'est pas leur rôle quand même, hein, tous les éléments pour dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Parce que ceux qui disent il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, encore quand faut-il savoir si tous les éléments s'emboîtent. C'est compliqué, parce que je vous dis, il y a les créneaux, les horaires, la capacité du car qui rentrent en ligne de compte et qui posent quand même un certain nombre de problèmes. Voilà ce que je voulais répondre à votre question, qui est tout à fait justifiée et qui méritait une réponse. Voilà. Normalement, il n'y a pas de débat, mais si vous avez une seule question, ça... Oui, bon. Vu ce que vous venez de dénoncer, j'entends bien. Donc moi, je ne veux pas m'immiscer non plus à la place des parents d'élèves. Hein, c'est pas l'affaire ici. Juste 2 questions par rapport à ce que vous dites. Est-ce qu'on peut avoir l'augmentation du tarif dont vous parlez entre l'année dernière et cette année pour comprendre mieux quel est le problème? Et ensuite, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas... les cars sont peut-être utilisés pour d'autres motifs que ceux des déplacements des élèves sur la commune? C'est une question, hein, je ne sais pas. Pour répondre à la deuxième question, madame. C'est le SCAR qui le matin fait le ramassage. Bon, donc déjà là, on essaie de limiter les dégâts en faisant ça. Bon, quant au reste, on pourra vous donner des chiffres effectivement, en sachant que en plus de ça, nous sommes contraints aussi de faire des économies par rapport à ça, hein, puisque vous l'avez dit, l'inflation a atteint un niveau record, mais nous avons aussi d'autres problèmes, c'est que on va avoir d'énormes difficultés sur 2022. Je vous rappelle quand même que nous avons ici du personnel, donc je peux me permettre de le dire parce que je trouve ça quand même relativement... il y a eu une augmentation de 3,5% du salaire du personnel. Bon, c'est très bien, on va pas s'en plaindre, hein, mais pour la mairie, c'est 3,5% plus les charges, et ça représente, rien que pour la période... Alors, ils annoncent ça à la fin du mois de juillet, avec avec un retour sur le 1er juillet, donc ça veut dire 6 mois. Donc sur les 6 mois, ça nous fait 125 000 euros d'éléments qui ne sont pas prévus au budget. Ça veut dire quoi également? Ça veut dire que pour l'année 2023, avant même de commencer l'année 2023, sur le personnel, on sait qu'on dépense 250 000 de plus que l'année précédente. Rien que, on n'a pas commencé l'année. On sait déjà qu'on aura 250 000 en plus. Bon. Et tout est comme ça, c'est-à-dire tout est à l'avenant. C'est pour ça que tout à l'heure, je l'écoutais avec beaucoup d'attention tout ce que vous disiez à propos de ce qui était fait à certains niveaux, parce qu'en fait, dans ce que vous disiez, il y avait des choses tout à fait réelles, et que malheureusement, j'aimerais que nous soyons écoutés de la même manière, parce qu'en fait, nous avons aussi véritablement des contraintes phénoménales qui nous tombent dessus, pour les mêmes raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, et qui nous posent un certain nombre de soucis. Nous voulons garder quand même la qualité pour laquelle nous nous sommes engagés. Ça serait vraiment, je dirais, très embêtant, mais moi j'ai quand même été rassuré par l'inspecteur départemental qui me dit, bah oui, mais la marche, ça fait partie du sport, hein, donc c'est très bien qu'il marche, voilà. Donc comme ça, au moins, ils seront échauffés, ils arriveront, il y aura tout ça. Bon, moi, ça m'a rassuré, et je me suis rappelé ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, quand il y a vraiment des choses qui ne sont pas dramatiques, alors, évidemment, il y a certains parents d'élèves qui ont dit, surtout une personne qui m'a écrit en me disant, oui, mais s'il pleut. S'il pleut, on met des vêtements de pluie, et puis voilà, c'est bon, c'est simple. Enfin bon, je sais pas moi. Alors j'avais envie d'écrire, de répondre. Oui, s'il neige, il neige. On met des chaussures plus adaptées, et puis après, une fois qu'on rentre on enlève ses chaussures, on met des chaussures de sport, et puis voilà. Bon, enfin, je crois qu'aujourd'hui, on a l'impression que il y en a qui élèvent leurs enfants dans du sucre ou dans je ne sais pas quoi quand on lit ça, alors que on a vraiment besoin d'avoir une jeunesse au contraire qui soit vivifiante et vivifiée, hein, pour justement répondre à tous les à-coups de la vie, hein, parce qu'en fait la Covid n'arrive pas comme ça.
hein, la Covid, elle arrive souvent sur des sujets qui sont ou affaiblis ou que l'on a trop chouchouté ou qui sont complètement qui n'ont pas d'anticorps. Bon, je pense que il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Alors c'est pas pour m'excuser de ce qui se passe, hein, je dis simplement que faut pas non plus en faire un drame. Voilà, il y a des décisions à prendre qui sont pas toujours agréables. Voilà, donc c'est tout ce que je pouvais vous dire. Mais on va essayer avec Florent de trouver la solution la plus. Là, vous avez le minima, et on espère qu'on pourra encore rattraper un peu. Hein, mais je ne sais pas comment on va pouvoir faire avec tous les critères que je viens de vous indiquer qu'il faut faire coïncider. Voilà. Je voulais juste vous dire que les parents d'élèves sont sûrement favorables à la marche, hein, parce que si vous le présentez comme ça, je pense que vous allez les faire bondir. Ils sont tous favorables à la marche. Et je me demandais pour Kergomar s'il n'y avait pas un moyen, je fais une suggestion comme ça qui me vient à l'esprit, mais d'utiliser la plaine des Bordes, qui est juste en face. D'utiliser là La plaine des Bordes, pour faire du sport à la plaine des Bordes, c'est un terrain départemental. Vous êtes bien placé, Madame Bastille en particulier, pour voir comment on pourrait faire du sport à la plaine des Bordes. Bah, on peut demander au département s'il veut bien nous le prêter. Je pense qu'il y a quelques heures actuellement, où il me semble qu'il n'y a pas quelques heures entre l'Anière et la Zinerie, là, et le... Non. Moi, je pense aussi qu'il faudrait demander surtout aux directeurs et aux professeurs avant tout. Parce que je pense que... Non, mais oui, mais déjà, je pense que quand ils se plaignent déjà d'aller à la Halle des Violettes, à pied, donc vous imaginez quand même. C'est le gymnase. C'est le gymnase. Le gymnase. Mais ils veulent, comme dit ma collègue Laurine, ils veulent pas aller au tir à l'arc, qui est quand même en face de la plaine des Bordes non plus. Donc on va avoir des problèmes, je pense, avec l'éducation nationale. Hein. Non, on va essayer de trouver des solutions, mais je pense que la plaine des Bordes, pourquoi pas. Bon, après tout, dans le parc départemental, on peut toujours demander au département. Le seul problème, c'est que il y a des sports qu'ils ne pourront pas faire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura pas forcément... Et en plus, ça oblige les agents responsables du sport de venir avec du matériel sur le... Bon, alors il faudrait aussi que là, on aménage les créneaux pour que tout le monde fasse le même sport le même jour et que les voilà, mais ça, c'est un critère supplémentaire qu'il faut rajouter. Pourquoi pas? C'est une possibilité également. Hein. Bon, maintenant, le tir à l'arc, non, parce qu'en fait, le tir à l'arc, c'est vraiment du tir à l'arc. Hein. Donc là, non. Par contre, effectivement, dans la plaine des Bordes, là, dans le parc départemental, là, on peut effectivement trouver des solutions. Bien que l'hiver, sous la pluie, là, on ne marche plus. Mais on prend la pluie pendant toute la durée de la séance. Bon, donc je ne sais pas si ça va convenir aux parents d'élèves. Moi, je me pose quand même la question. Ou alors ils font le sport dans l'école. Hein. Ils font le sport dans l'école. Parce que là, on essaie de trouver une solution alternative par rapport, n'est-ce pas, à l'inflation que vous venez de dire. On essaie de voir en sorte que, au moins que les petits puissent avoir une rotation. Bon, CM1, CM2, je crois qu'ils sont un peu assez grands pour pouvoir marcher. Et la marche, comme a dit l'inspecteur d'académie, ce n'est pas nous qui le disons, c'est lui qui l'a dit, parce qu'on s'est gardé, n'est-ce pas, de le contacter. Et c'est ce qu'il nous a dit. Donc, auquel cas, comme dit M. le maire, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme alternative. On va peut-être pas engager le débat là-dessus parce que je suis pas les parents d'élèves aujourd'hui, je l'ai été suffisamment longtemps.
Madame Aubry, c'est parce que, bon, ça c'est l'être humain, hein, ils sont dans une zone de confort et bon, c'est tout à fait normal hein, qu'ils réagissent comme ça. Voilà. Mais vous avez raison Stéphanie. Il y a qu'à la Queue-en-Brie, vraiment autour, c'est la seule ville où on a des éducateurs sportifs. Mais je crois qu'il faut essayer d'en profiter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des éducateurs sportifs, si on fait ça dans la cour d'école, ça pose un énorme problème parce que ça veut dire que on peut pratiquement ne faire que des sports de balle ou des sports de course. Et encore, avec les dangers que ça peut produire, parce que si on tombe sur le parquet du gymnase, on risque de se faire un petit peu mal. Si on tombe sur le sol de l'école, ça risque d'être un tout petit peu plus rugueux. Bon, mais on pourrait certains jours, effectivement, ne pas utiliser l'écart pour faire les sports de balle. Voilà. Mais ça fait partie aussi, et fait dans l'école. Bon, mais pour le reste, les autres activités, c'est pour ça il va falloir mixer tout ça pour pouvoir retrouver un quota correct de quart et surtout, pour nous, ce qui est important, c'est qu'on est d'abord d'une part, là, on va vraisemblablement plus avoir de quart le vendredi pour Kergomar et avec le système, sauf pendant la période hivernale où là il y aura des quarts quand même pour les enfin du CE2 au CM2, hein, mais voilà, donc on va essayer effectivement, Stéphanie, on va essayer effectivement d'utiliser avec les ballons ou les balles ou tout ce qui est transportable assez facilement dans un petit kangou, enfin pour pouvoir permettre à l'éducateur sportif de pouvoir faire son activité avec quand même des outils qui soient des outils réels de sport que n'a pas forcément l'école. Et après, il faut évidemment qu'il retourne au gymnase pour donner son cours suivant à ceux qui sont venus à pied des autres écoles. Parce qu'en fait, tout ça, ça fait partie de l'analyse complète qu'on va être obligé de faire, de regarder tous ces critères pour pouvoir proposer la solution la plus adaptée pour qu'on ait le meilleur compromis possible. Mais c'est bien, vous voyez, normalement, on n'aurait pas dû faire de débat, mais du débat, il ressort des idées qui sont particulièrement intéressantes. Merci. Bien, mesdames, messieurs, je vous rappelle que les questions orales ne font pas débat. Je vous remercie de votre attention. Je vous signale que le prochain conseil municipal, c'est le jeudi 17 novembre à 20h, et que là, je serai certainement en mesure de vous apporter des éléments complémentaires. Un grand merci et bonne fin de soirée.